Ouais, ça va. Ok. Allez, c'est parti. Donc, l'enregistrement est lancé. Alors, je vais démarrer d'abord par vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à ce nouveau webinaire. Je me représente, je suis Stéphane Roy, psychologue, psychothérapeute et co-directeur de l'Institut Mimétis. Voilà, nous vous remercions tous, encore une fois, d'être présents et puis pour votre fidélité à ces webinaires, hein. Nous sommes ravis ce soir. Alors, on accueille ce soir euh, Sophie Cohen et le docteur Éric Bardot pour ce nouveau webinaire. Je vais les présenter dans quelques instants. Juste quelques mots avant pour rappeler que ce webinaire, hein, comme les précédents, s'inscrit dans la philosophie des formations qu'on dispense à l'Institut, toujours marqué par un esprit d'ouverture, de complémentarité, de partage des savoirs, de la pratique et puis de nos expériences. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes nos formations et leurs informations sur le site internet de l'Institut, je le rappelle, www.mimetis.com. J'en profite aussi avec plaisir pour vous rappeler que notre prochain congrès aura lieu du 29 au 31 mai 2025. Il se déroulera au Palais des Congrès des Sables d'Olonne et aura pour thème de la transe psychotraumatique à la transe thérapeutique, la puissance du lien. Voilà, donc sans plus attendre maintenant, je vous propose d'accueillir nos deux orateurs de ce soir qui vont intervenir sur le thème transgénérationnel, l'héritage invisible chez le thérapeute. Donc c'est avec un grand plaisir que nous accueillons Sophie Cohen. Je rappelle que Sophie est psychologue, psychothérapeute, elle est formatrice de longue date en hypnose, en thérapie brève, et elle a fait du transgénérationnel et de tout ce qui touche à l'héritage familial et culturel, une de ses spécialités. Je rappelle également que Sophie est directrice iconographique de la revue Hypnose et Thérapie Brève. Et puis ce soir, nous accueillons également donc le docteur Éric Bardot. Je rappelle, Éric est psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute et directeur et formateur à l'Institut Métis, concepteur et développeur de la thérapie du lien et des mondes relationnels. Eric est également auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages, donc notamment un ouvrage de l'HTSMA à la thérapie du lien et des mondes relationnels, Naviguer à travers les mondes traumatiques, qui est paru aux éditions Satas. Donc, Sophie et Eric vont intervenir sur le thème pendant environ une petite heure. Puis, dans un second temps, nous laisserons place, comme d'habitude, à vos questions que je relayerai. Donc, n'hésitez pas à poster vos questions sur le chat, sur la rubrique, c'est en bas la question-réponse. Donc, comme d'habitude, ce webinaire est enregistré, donc il sera donc à voir et à revoir en replay sur la chaîne YouTube de l'Institut. Donc, je vous souhaite un très bon webinaire. Je laisse maintenant la parole à Sophie et Eric et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Bonjour Sophie. Bonsoir Eric et merci Stéphane de ta présentation. Euh, Le transgénérationnel, l'héritage chez le thérapeute, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, dans la mesure où je peux dire que ce qui a fait de moi, ce qui m'a amené à faire de moi un psychiatre, puis un psychothérapeute, et à rentrer dans le monde de l'hypnose et des thérapies brèves, jusqu'à développer l'HTCMA dans un premier temps et la thérapie du lien et les mondes relationnels dans un autre, à voir avec mon histoire de vie. Et il est clair que si je fais un retour en arrière, euh, le mouvement qui m'a amené là commence au moins je dirais, dès ma naissance. Ce que je veux dire par là, c'est que pris entre deux choses qui me semblent importantes, c'est d'un côté une énergie de vie qui m'a toujours aidé à travers ces épreuves et qui a accompagné en même temps, euh, j'allais dire presque d'une manière quasi obsédante, la recherche de cohérence et de quête de sens. Et je dois dire que ça m'a amené dans cette chance qui a été de commencer par me poser la question, mais qu'est-ce que c'est qu'un monde relationnel sain? Et je dirais créateur de sens, qui est devenu la devise de l'Institut. Et, euh, et bien sûr,
quand je dis ça m'a accompagné vers l'hypnose et les thérapies brèves, c'est que je me rappelle, comme on en a parlé tout à l'heure, Sophie, que François Roustan aimait faire l'exercice de, quand il avait un groupe de thérapeutes, d'aller les amener à chercher dans leur enfance à quel moment ils avaient agi la position de thérapeute. Et ce qui a amené les gens comme Edith Gobetter de parler de thérapeute raté, parce qu'évidemment, quand enfant, on est dans cette position de thérapeute, de sauveur, il est bien évident qu'on n'a en même temps pas les capacités développementales et l'autonomie pour être en pleine réussite. Ou du moins, ça peut être dans une situation ponctuelle, et ça, c'est OK, mais à partir du moment où ça devient une position continuelle, c'est-à-dire de parentification, là, c'est une autre problématique, n'est-ce pas? Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Alors, j'ai bien aimé j'ai bien aimé, j'ai développé le concept de monde traumatique et comment ces mondes traumatiques, particulièrement quand l'enfant se développe dans un monde traumatique, il est nourri par le transgénérationnel. Et j'ai bien aimé ce que tu as amené, la notion d'héritage culturel familial. Même si je dois reconnaître, Sophie, héritage culturel concernant le monde traumatique, me fait un peu grincer des dents, si tu vois ce que je veux dire. Parce que je me Ah, dis, c'est une drôle de culture, cet héritage-là. oui, Mais oui. effectivement, c'est aussi, et c'est ça qui est important, c'est que c'est aussi un héritage culturel. Et ce qui est important, et je vais te donner la parole, c'est de comprendre que qu'on parle d'héritage culturel, de narration d'une histoire traumatique de, ou de monde traumatique, c'est de comprendre qu'il y a dans cette histoire, il y a à la fois du figement et il y a à la fois de la vie. Et qu'effectivement, ça pose la question de ce qui amène les thérapeutes à devenir thérapeutes. Mm. Exactement. Et c'est vrai qu'on en discutait un peu tout à l'heure ensemble pour préparer ce webinaire. Et c'est vrai que en tant que thérapeute, c'est très important si on veut accompagner nos patients, c'est ce que vous faites chez Mimétis, de travailler effectivement sur notre propre héritage. Parce que, effectivement, en tant que thérapeute, si on ne travaille pas sur son propre héritage, il y a des choses sur les personnes qu'on accompagne, les consultants, les patients qui vont venir nous consulter, il y a des choses qui vont nécessairement faire écho chez nous. Oui, Et que si effectivement on n'a pas travaillé sur notre histoire de vie, si on n'a pas travaillé sur justement cet héritage traumatique, qui peut être traumatique. En tout cas, cet héritage, si on n'en a pas discuté, si on ne l'a pas travaillé, effectivement, nécessairement, on va être comme agi comme une petite marionnette par ces liens. Par ces secrets, par tout un tas de choses, euh, à la fois culturelles et familiales, qui vont traverser notre histoire. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir questionner et travailler ces liens, de sorte de recouvrer, nous, une certaine forme de liberté, on va dire, pour accompagner les consultants, les patients, à aller vers cette, euh, cette liberté, cette autonomie. oui. Cette autonomie. Et si je rebondis sur ce que tu dis, je crois il y a quelque chose à préciser, c'est que de toute façon, ça va faire écho en nous. Et Oui, la question, c'est que cet écho, et c'est comment et quels moyens on a et nous avons, et quelle disponibilité nous avons pour l'accueillir, la traverser de telle sorte que nous puissions accompagner l'autre dans les effets dysfonctionnels de ces effets de oui, résonance, et qui sont, comme nous le partageons tous les deux, qui sont de l'ordre du vécu, de l'expérientiel et, du sensoriel et du sensible. exactement. C'est-à-dire que ça va forcément avoir un écho sur nous et cet écho, on peut et on doit d'ailleurs l'utiliser, euh, C'est puisque comment utiliser, oui.
Voilà, c'est comment l'utiliser. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que notre propre corps peut être comme un amplificateur, un récepteur de ce que ressent notre patient lorsqu'on est en transe avec lui, lorsqu'on l'accompagne. Et donc, ce que nous ressentons dans notre propre corps, nous pouvons le partager. Et donc, ça doit nous guider aussi pour accompagner le patient dans son ressenti, dans sa construction vers la liberté, Oui. vers l'autonomie. Euh, il y a ces liens qui sont là, qui sont tout autour de nous, et ces liens doivent nous conduire vers une autonomie et non pas être agis par ces liens qui nous tiennent et qui nous demandent de rendre des comptes ou bien d'agir de telle ou telle sorte sans questionner. Euh, En fait, si je rebondis sur ce que tu dis, nous pourrions dire que c'est comment, chez les thérapeutes, le thérapeute, comment l'amener à transformer les liens qui figent en expérience ressource. Exactement. C'est transformer ce qui a pu nous figer, nous conduire à agir de telle ou telle sorte, Oui, sans qu'on l'ait vraiment choisi, vers une liberté, c'est-à-dire un choix d'agir de telle ou telle façon. Et comme nous, thérapeutes, on aura travaillé cet héritage culturel et familial, on sera beaucoup plus libre pour accompagner nos patients vers cette liberté. Quand je dis travailler, c'est travailler le ressenti et l'émotion, travailler ce qui nous met en mouvement, travailler ce qui nous émeut, ce qui nous traverse lorsqu'on est confronté à telle ou telle expérience. Et c'est pas le savoir qui est utile, c'est effectivement, comme tu le disais, l'expérience. C'est-à-dire comment je vais me comporter dans telle ou telle situation de vie. Et c'est ça qui nous intéresse. Euh, oui, et c'est pas le fait de savoir que telle et telle chose est arrivée qui me permet d'agir d'une autre façon. C'est vraiment oser expérimenter, s'expérimenter dans la relation thérapeutique d'une autre façon. oui. Alors, est-ce que tu partagerais que je puisse le dire de cette manière-là, c'est-à-dire que le savoir vient dans l'après-coup de l'expérience et non pas dans l'avant. Oui, oui, on peut même savoir un certain nombre de choses, mais ce savoir ne nous aide Ah, à être en relation d'une autre façon. Parce que finalement, oui, tu peux savoir telle ou telle chose, mais ça- le savoir que tu as ne t'aide pas. Oui, Écoute-moi, est-ce que tu peux reprendre? Ça a coupé. Il y a eu une coupure de son. ah, il y a eu une coupure. Oui, D'accord. J'étais en train de dire que effectivement, tu peux savoir telle ou telle chose, mais le savoir n'est pas suffisant et ne t'aide pas à agir d'une autre façon. C'est-à-dire que pas à modifier ton comportement mm, oui, dans la relation. oui. C'est-à-dire qu'il organise et structure ton expérience dans l'après-coup et lui donne une forme transmissible. Mais sur le moment, c'est l'expérience qui est première. C'est ça, c'est l'expérience et l'émotion Oui, qui est première. Et dans la relation thérapeutique, ce qui est essentiel, c'est que le patient va pouvoir, dans cette relation tout à fait exceptionnelle, sécure, dans cette relation dans laquelle il éprouve une sécurité, dans laquelle il se sent accepté, c'est là où il va pouvoir expérimenter d'une autre façon. C'est grâce à cette relation, à ce tissage très précis relationnel qu'il va pouvoir expérimenter et raconter
sur- Est-ce que tu m'entends toujours? Ah non, là, il y a un problème de connexion et là, ça a coupé, là. Ah, ça a coupé, d'accord. Alors, je ne sais pas parce que pour moi, c'est fluide. Allô? Eric, tu Oui, m'entends? oui, oui, ton image et l'image se décompose, comme si tu avais un problème, il y avait un problème de passage comment dirais-je, Ah bon? oui. Ok, donc je vais peut-être changer d'endroit, on va voir si ça change. Moi, j'ai une connexion à la fibre, tu vois, donc euh, je suis fibrée ici, donc normalement ça passe très très bien. On continue parce que tout à l'heure ça passait bien ou tu veux que je change d'endroit? Bah écoute, si ça reste comme ça, c'est OK, mais si ça bloque, il va falloir que tu changes d'endroit. Ok, parfait. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'effectivement, dans cette relation tout à fait exceptionnelle au thérapeute, où il y a une acceptation, le thérapeute accepte inconditionnellement son patient dans cette relation thérapeutique, cette relation de confiance, cet accordage, eh bien, il va expérimenter une nouvelle façon d'être au monde. Il va expérimenter une nouvelle euh, comment dirais-je, une nouvelle façon de raconter son histoire. Et donc, c'est ce en quoi ça va lui fournir une expérience différente. Qui va permettre, qui va lui permettre comment dirais-je moi, d'accompagner, d'emmener euh, le patient la patiente dans une expérience et dans une histoire différente. C'est ça, exactement. Il va pouvoir, Et, et, et avec ceci d'importance, c'est qu'à partir du moment où on est sur l'expérientiel, on est, et on en parlait, on est dans le dévoilement dans le déploiement et le dévoilement de l'intime. ça. C'est-à-dire, on peut effectivement travailler l'intime à partir du moment où on est dans une relation avec un thérapeute qui nous accepte inconditionnellement et qui est prêt à, à- à recevoir toute l'histoire, y compris le trauma, etc. C'est la raison pour laquelle la nécessité, enfin, pour moi, c'est absolument nécessaire pour tout thérapeute d'avoir travaillé sur son héritage culturel familial, son transgénérationnel. D'ailleurs, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis, car maintes fois j'ai pu expérimenter, car après tout, les personnes que nous recevons font partie aussi de nos formateurs à partir de là, par rapport à à ces expériences sans arrêt renouvelées. Et, euh, et j'ai pu remarquer que, que ce que la personne va nous livrer est très, comment dirais-je moi, en lien avec le degré de confiance qu'il peut avoir, que la personne peut avoir dans la relation avec nous. Mm, c'est C'est-à-dire, ça. je crois que quand les personnes livrent, dévoilent des choses difficiles, sous la forme du témoignage, parce que ça peut être sous la forme de la provocation, mais là, c'est la question de notre position qui teste. Mais sous la forme du témoignage, ils ne le feront qu'à partir d'un moment où ils nous perçoivent en capacité de pouvoir l'accueillir. C'est ça. Et ils nous perçoivent en capacité de l'accueillir, comme tu dis si bien, si on a cet espace de disponibilité intérieure. Voilà. Cet espace de disponibilité intérieure, il est à travailler. C'est-à-dire, je peux être disponible intérieurement pour accueillir l'autre dans ma caisse de résonance que si j'ai moi-même expérimenté et non pas simplement savoir, si j'ai expérimenté cette espèce
de savoir expérientiel, de liberté par rapport à mes propres attaches, mes propres, les secrets de famille qu'il y avait, les non-dits, les choses Oui. qui traversent l'arbre. Et justement, peut-être que tu peux nous parler euh, de, de cette pratique que tu as mis au point. Oui, alors en fait, c'est une pratique, Eric, qui se déroule en 2 étapes. La première étape, c'est la construction de l'arbre. Donc la construction de l'arbre sur un paperboard, donc ça va nous prendre un certain temps. On va construire, enfin on va laisser le patient construire son arbre en lui donnant quelques indications. Une fois que la représentation graphique, est faite, et pendant qu'elle se fait, on repère toutes les émotions qui traverse la personne qui écrit. Pour certaines personnes, par exemple, rien que la consigne de se mettre au centre du dessin, c'est déjà une révolution, c'est déjà quelque chose d'extrêmement compliqué et difficile. Euh, pour un certain nombre de personnes, cette première étape qui consiste à écrire cet arbre fait apparaître des chaos. C'est-à-dire que on va distinguer un certain nombre de lignes. Ma ligne générationnelle, c'est-à-dire la ligne de ma génération, mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, etc., mes amis, puisqu'on va mettre des ressources. Et puis, il y a la ligne derrière qui est la ligne de mes parents, la ligne encore derrière qui est la ligne des grands-parents et des arrière-grands-parents. Et devant, je vais avoir la ligne des enfants et des petits-enfants. Et on voit chez certaines personnes qu'il y a un certain nombre soit de confusion, soit de chaos. Tu parlais tout à l'heure de parentification et en effet, on peut avoir des enfants et ça les amène à être thérapeutes au sens où tu le racontais par rapport à François Roustan, c'est-à-dire ils ont été thérapeutes de leurs propres parents ou en prenant donc la place de leurs grands-parents qui peut-être étaient défaillants, etc., etc. Et cetera. Et donc, rien que le fait de structurer l'arbre avec des lignes peut déjà permettre de faire apparaître un certain nombre euh, de clarifications et sortir de la confusion. On a aussi, et je l'ai vu lors de certaines consultations, par exemple, des personnes qui ont à peu près une génération d'écart, une vingtaine d'années ou pas loin. Et donc, de ce fait, on va avoir un questionnement, mais où je mets mon conjoint? Est-ce que je le mets sur la ligne de mes parents ou est-ce que je le mets sur ma ligne? Et cette discussion autour de où je place telle ou telle personne est très importante. On peut avoir dans certains arbres des neveux ou des nièces ou des cousins, des cousines qui se sont mariés avec leur oncle ou leur tante. Donc, ça aussi, le fait de positionner tout ça, c'est déjà un premier temps de clarification. Donc ça, c'est le premier temps du soin. Donc on va repérer effectivement là où les choses se mettent en blocage, etc., là où il y a des mouvements émotionnels, là où il y a des blocages corporels. Et ensuite, c'est la deuxième partie du soin, faire le soin en hypnose. Donc, première partie, je répète, la construction de l'arbre sur un paperboard. Et deuxième partie, donc sur une grande feuille. Et la deuxième partie, c'est le soin en hypnose. Alors, c'est un soin en hypnose que je propose de faire debout pour toutes les personnes pour lesquelles c'est possible. Donc, c'est une transe debout et c'est une transe dans laquelle on va s'installer d'abord et installer nos ressources tout autour. Donc, on installe effectivement à partir de ce qui a été écrit dans la première partie, à savoir l'arbre de vie. Et ensuite, on va positionner chacun, ce que permettait pas l'arbre. L'arbre contraint sur le plan graphique, simplement, on a une contrainte qui va sauter lors de l'installation en hypnose, puisque sur ma ligne, je peux décider d'installer mon conjoint très très loin ou bien de le mettre tout près. Je peux décider d'installer mes parents juste derrière moi, et donc là, ça représente.
la la proximité physique représente la proximité affective, mais si justement il y a une distance affective, ce que ne permettait pas le dessin de représenter, je vais pouvoir expérimenter d'éloigner mon parent sur la ligne des parents. Et ça n'est pas la tête qui dirige, mais c'est bien le corps. C'est-à-dire, c'est en effet la position debout et la tranquillité dans le corps, la fluidité dans toutes les parties du corps qui vont guider. Et également le thérapeute qui, lui, utilise son propre corps pour ressentir. Je ne sais pas si j'ai été claire. Si je le reformule dans mon langage, d'abord, est-ce que je peux dire que ce que tu appelles l'arbre a une apparence de génogramme que tu utilises autrement que le génogramme? Exact. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est qu'en fait, là, j'étais en train d'y réfléchir, mais en fait, tu en arriver dans le déploiement à partir du graphique à le transformer en ce que nous, on appelle une sculpture. C'est ça. On fait une sculpture qui a... Relationnelle. pardon? Je dis une sculpture relationnelle. Une sculpture relationnelle avec des espèces d'incontournables que sont les espaces entre les lignes et les lignes. Oui. Et quand tu dis l'incontournable que sont les espaces entre les lignes, je dirais que ces espaces métaphorisent le lien, la qualité du lien et l'intensité du lien. Exact, exact. Et en même temps, tu as des incontournables, ce que j'appelle les incontournables, c'est la distance. C'est-à-dire, pour pas qu'il y ait de chaos et de confusion, il y a des distances incompressibles entre chaque ligne. Et il n'y a personne qui flotte entre les lignes. Il y a parfois des consultants qui ont envie de faire flotter des personnes entre les lignes. Non, il n'y a pas de flottaison. On est soit sur une ligne, soit sur une autre ligne. Et cette clarification est absolument essentielle. Dans ta modélisation. Exact. Oui. Mais et dans ta modélisation, parce que ce que j'ai bien compris, c'est que elle est sur les personnes et qu'effectivement, une personne qui est dans une temporalité donnée ne peut pas être dans deux temps, exister dans deux temporalités différentes. Une personne ne peut pas être à la fois sur ma ligne et sur la ligne des parents ou sur la ligne des enfants. C'est ça. Il faut que le consultant choisisse la ligne voilà, en fonction soit du positionnement naturel, soit du type de relation. Et ensuite, on va effectivement sculpter, c'est-à-dire éloigner Mm. la personne sur la ligne en fonction effectivement de la distance affective ou bien la rapprocher en fonction de son importance affective. Oui. Dans notre, si tu permets, dans notre travail de sculpture, on part, même si à l'arrivée, ça revient probablement à une chose comparable, on part un peu d'une position différente. On part de l'idée que c'est pas de la question des personnes, mais du lien, et que quand la personne, on va dire, donc patiente, internalise le lien, à ce moment-là, la personne va trouver naturellement sa position. Mhm. Exemple, si j'internalise le lien, la forme que prend le lien à une mère dysfonctionnelle, l'internalisation du lien va permettre à ce moment-là à la mère de reprendre sa position sur sa ligne du temps. Mhm. Et toute la télémère est développée sur le fait que la construction de la trame qui va permettre justement cette base sécure et cette confiance dans cette base sécure qui permet l'autonomie est une trame qui repose sur les liens et pas sur les personnes, sur les liens aux personnes et pas sur les personnes. Ouais, c'est exactement ça. C'est tout à fait. Et, et ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, tant que le lien à la personne ne peut pas être internalisé, hein, c'est la permanence du lien que décrivent les spécialistes de l'attachement. Tant que le lien à la personne n'est pas internalisé, à ce moment-là, effectivement, ben, la personne elle continue à exister. On pourrait dire que quand elle n'est pas sur sa ligne, elle existe un peu de manière
fantomatique, comme si elle n'était pas à sa place. Exactement. Comme si, d'ailleurs, il y a certains auteurs qui ont parlé de la crypte, du fantôme dans la crypte. Oui. Hein, voilà. Et effectivement, tant que la personne n'a pas sa juste position et tant qu'on ne lui a pas rendu un certain nombre de choses, puisque dans ce soin, en fait, on va rendre à chacun ce qui lui appartient, de façon à ne plus être agi par des comptes qu'on aurait à rendre, etc. Et de ce fait, il n'y a plus cet aspect fantomatique, il y a plus cette chaque personne a son poids et pèse à son endroit et donc à sa propre place. Alors, si je le reformulais dans mon langage, si tu permets, Sophie, je dirais en fait, rendre ce qui lui appartient, je dirais comme rendre l'expérience de vie qui lui appartient et qui n'a plus lieu d'être euh, Ouais, c'est ça. suivant, c'est-à-dire aujourd'hui, Oui, dans la vie de la personne. c'est ça. Et effectivement, si je rejoins euh, sur la question de l'héritage chez le thérapeute, c'est qu'à partir du moment où je suis euh, en- capable de me mouvoir. Alors c'est ça, c'est la liberté de mouvement en fait, de me mouvoir dans des expériences de vie qui, euh, qui vont avoir dans un premier temps des effets d'emprise en fait, et de figement, et de blocage, et qui vont altérer et la capacité d'anticipation et le processus d'autonomie. C'est vers le développement et l'évolution, de croissance, on peut l'appeler de plein de façons différentes. Ben oui, mais je suis capable de jongler parce que je peux les accueillir et que je peux les traverser. Exactement. Je peux les accueillir, je peux les traverser parce que, Sachant qu'à chaque fois, tout en, tout en sachant qu'à chaque fois, comme c'est un processus dynamique, il y a un degré d'incertitude. oui, Sinon, il n'y aurait pas d'apprentissage du côté du thérapeute. oui. C'est-à-dire qu'en fait, chaque arbre est unique, chaque histoire est unique, et le fait d'avoir travaillé sur mon histoire me rend libre d'accueillir l'histoire de l'autre. Oui. Voilà. Et j'irai plus loin, c'est que ça m'apprend aussi, comme le chemin de se remettre en lien, ou plutôt de, je ne sais pas comment dire, de, de transformer les liens dysfonctionnels, les liens traumatiques, les liens, enfin oui, dysfonctionnels. Ça me fait faire aussi l'expérience que c'est pas forcément un parcours facile. Et donc, ça me permet aussi de pouvoir comprendre, mais pas comprendre intellectuellement, de pouvoir accueillir Dans que mon ça ne se fait pas de manière linéaire et comme un product de bonne santé, Exactement. mais par des mouvements qu'il s'agit d'accueillir et qui très souvent vont d'ailleurs être des mouvements voilà, assez lents, C'est qui ça. sont Je vais une pouvoir accueillir dans mon corps parce que justement, la distance physique que je vais imaginer mettre entre moi et toutes les personnes de cet arbre dans le soin en hypnose va me permettre de me mettre en sécurité. Donc, le consultant construit un arbre et nous, en tant que thérapeute, on accompagne le consultant à trouver la juste place parce que justement notre liberté qu'on a pu trouver nous de par le travail qu'on aura fait précédemment sur notre propre art nous permet d'accueillir cette résonance émotionnelle de l'autre. Euh, il y a aussi l'histoire de quelqu'un qui est mal mort. Ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que euh, le fantôme, on le représente souvent comme un drap décousu qui flotte, en fait. Et l'idée, c'est, dans la tradition juive, en fait, le mort est nu dans un drap qui est complètement cousu. Donc, on ne peut plus voir le mort dès qu'il est préparé. En fait, il est mis dans un linceul qui est cousu de la tête aux pieds, on ne peut plus le voir. Et parce que s'il n'y a pas cette couture fine de fait, en fait, la personne va revenir. Oui, Et donc, l'idée, c'est de pouvoir permettre à tous les morts d'avoir cette couture et de ne plus être un,
un, un fantôme qui va errer et qui va flotter et qui va aussi envahir en fait la vie des vivants. Donc là, on lui redonne son espace, on lui redonne son poids et on lui redonne cette couture. Et je partage tout à fait ce que tu viens de dire, Sophie. Je pourrais dire, et c'est ce qu'on enseigne d'ailleurs dans la formation, c'est que ce qui va faire un autre niveau qu'une relation nouvelle dysfonctionnelle et traumatique, c'est qu'elle va prendre une forme relationnelle inachevée. C'est ça, Et que cette forme relationnelle inachevée est impossible à combler. Et donc l'inachevé va continuer à la faire exister dans le temps et dans l'espace, exactement. jusqu'à ce qu'elle trouve achèvement. Et c'est là ce qui est intéressant, c'est que l'objet de la thérapie va être justement d'amener à une forme relationnelle achevée. Et dans le travail que tu fais, ça va amener à une forme relationnelle achevée. C'est ça qui va permettre l'internalisation. Et, Ouais, et ce qui est intéressant et important, effectivement, pour le thérapeute, c'est que la forme relationnelle inachevée, probablement, va l'amener sur le chemin de devenir thérapeute, mais que pour, euh, pour faire le chemin de thérapeute, c'est faire l'expérience justement de pouvoir transformer des formes relationnelles inachevées en des formes relationnelles achevées. exactement, c'est exactement ça. Et il y a Bluma Zagarnik qui était une élève de Kurt Lewin, et ça, c'est une expérience très intéressante euh, elle avait fait cette expérience avec, souvent c'est le cas à New York, dans l'université où elle travaillait, avec des étudiants en psycho. Et au premier groupe d'étudiants, elle leur fait faire une suite de nombres, une suite de chiffres, etc. Et donc, elle fait terminer les exercices. 6 mois plus tard, elle revoit ce groupe numéro un qu'on va appeler groupe numéro un ou groupe A, 6 mois plus tard, et elle leur dit, bah, qu'est-ce que je vous avais fait faire 6 mois auparavant, et ils s'en souviennent pas. Par contre, au groupe B, au groupe numéro 2, eh bien, elle les a interrompus dans la tâche, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu achever une suite de nombres, une suite de lettres, etc. Et 6 mois plus tard, elle les fait revenir, et là, ils se souviennent de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire de l'inachèvement de tel ou tel exercice. Donc, et donc, on a appelé ça l'effet Zeigarnik, donc élève de Kurt Lewin qui était psychosociologue aussi. L'effet Zeigarnik, c'est justement l'effet de la gestalt, de la forme qui n'est pas terminée. Oui. Et ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire toute forme qui n'est pas achevée, qui n'est pas clôturée, eh bien, va agir comme un secret, comme un fantôme, et donc revenir au sens du revenant. Donc, dans ce soin en hypnose, il va s'agir de donner du poids à celui qui n'en a peut-être pas, de sorte de clôturer cette forme. Je prends un exemple concret parce que peut-être que c'est un peu abstrait. Imaginons un père qui est un père abuseur. Euh, eh bien, je vais le nier en tant que père. Eh bien non, l'idée c'est de lui redonner sa fonction de père et de lui redonner cette faute et tout ce qu'il a commis de façon à ce qu'il pèse de tout son poids à son endroit et qu'il ne revienne pas sur mes épaules peser à la génération suivante ou même à la génération d'après, puisqu'on sait bien que le transgénérationnel, ça intervient sur 2, 3, 4 générations. La Bible nous dit même sur 7 générations. Oui. Alors, il y a quelque chose qui me semble important à compléter, c'est que dès qu'on est dans des formes relationnelles inachevées, comme l'exemple que tu viens de donner, je crois que c'est important de dire on ne peut pas sortir tout seul d'une forme, on ne peut pas remplir une forme relationnelle inachevée qui nous piège. C'est-à-dire qu'il va falloir un appui externe Oui, pour permettre que l'achèvement de cette forme relationnelle exactement. s'accomplisse. Exactement. C'est C'est là dans la relation thérapeutique, dans cet espace tout à fait particulier avec le thérapeute qui aura lui-même
achever toutes ses formes, etc., et travailler sur son arbre, c'est dans cette relation tout à fait particulière qu'il va pouvoir terminer, achever et rendre à chacun ce qui lui appartient. Alors, si tu permets, Sophie, ce sera un petit point de divergence entre nous. Je m'explique. Je pense qu'à chaque fois, c'est parce que le thérapeute va pouvoir rencontrer le consultant ou le patient dans les effets de cette forme relationnelle inachevée, qu'à ce moment-là va pouvoir se faire le travail thérapeutique vers l'achèvement de cette forme. Mm. Et, et je pense que le travail que fait le ou la thérapeute par rapport à son histoire, c'est de lui donner confiance dans cette capacité à pouvoir, je dirais, se mettre en déséquilibre Mm. vers, avec la conviction à chaque traversée que l'équilibre est possible. Et d'ailleurs, s'il n'est pas possible, la thérapie ne peut pas aboutir. Mm. Qu'est-ce que tu penses de... Moi, je suis tout à fait d'accord. En fait, on vit une succession de déséquilibres et on recherche à chaque fois dans cette succession de déséquilibres cet équilibre. Et nous, thérapeutes, on doit accompagner dans ces mouvements de vie qui sont des mouvements de déséquilibre, des mouvements de chaos, etc., à retrouver euh, momentanément une forme d'équilibre, en tout cas une forme de vie, une forme de mouvement qui sortent du figement, justement. Un équilibre dynamique qui permet d'aller vers la croissance, l'autonomie, la Exact. liberté. Exactement. Oui. L'objectif de ce soin, c'est l'autonomie, la croissance, la liberté, effectivement. C'est cette souplesse qui va permettre d'envisager euh, d'autres choses. Oui. D'autres choses, c'est-à-dire d'envisager des projets, d'envisager la vie, etc. Et c'est pas le savoir qui nous permet de faire ça, c'est vraiment l'expérience. Et c'est pour ça que la transe debout, j'y tiens debout, j'y tiens beaucoup. Je tiens debout, d'ailleurs, là, je suis debout. Pourquoi? Parce que, effectivement, c'est dans ce déséquilibre physique et dans ce qui se passe physiquement en nous que l'équilibre va pouvoir se trouver. Alors, oui. Et effectivement, c'est parce que la première équilibre est d'abord de tenir debout. Ah oui, exact. Respirer et tenir debout. Voilà. Et la respiration est un mouvement, moi je dis souvent un mouvement de bercement naturel, et Oui. c'est déjà un mouvement. On est sans cesse en mouvement grâce à la respiration, etc. Et puis on va passer d'un appui sur l'autre. Voilà, ça fait partie de l'induction hypnotique que je propose. Ouais. Pour expérimenter dans le corps, qu'est-ce qui se passe dans le corps, dans l'équilibre qui naît du déséquilibre, du mouvement. En thérapie du lien et des mondes relationnels, on a deux pratiques qui font, surtout deux qui sont un peu, qui ont des côtés semblables. C'est ou de modéliser sous forme de sculpture, plusieurs personnes, et de sculpture sur les liens. C'est-à-dire que ce qui est mis en scène, c'est pas les personnes, c'est les relations, c'est les liens entre les personnes. Et comment les liens se tissent. Ouais. Voilà. Et l'autre aspect, c'est de l'utilisation, on a une utilisation particulière de la ligne de vie, c'est-à-dire qu'en fait, on met la personne à partir de point de, on met, tu vois, un trait pour la naissance, un trait pour la mort, et on lui demande de se positionner sur cette ligne. Et justement, quand les gens sont dans des problématiques comme celles que tu décris, ils vont aller se positionner, et c'est ça qui est fascinant, spontanément, leur corps va aller se positionner avant, non, avant la naissance. Ouais. Et plus, pour faire le point, tu vois, avec ta, plus Mm. en fait ils vont être sur une ligne décalée, et plus ils vont s'éloigner, s'éloigner, s'éloigner du point de la naissance. Comme si quelque part ils savaient qu'il y a, il y a une partie d'eux, je veux dire, leur corps savait qu'ils n'étaient pas encore nés, quoi, et qu'ils étaient Mm. poussés dans une histoire passée. Et c'est intéressant parce qu'on pourrait dire que l'autonomie,
on pourrait presque faire le lien, quand on parle de l'autonomie dans ces liens de liberté, bah, en fait, quand on voit les gens sortir de ça, c'est presque comme une seconde naissance, quoi. C'est exactement ça. Une seconde naissance qui pourrait presque être la première naissance. Ouais. Et d'ailleurs, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est comme une seconde naissance. Et d'ailleurs, à la fin de ce soin hypnotique, je propose à la personne euh, de marcher et d'expérimenter et de me dire qu'est-ce qui, dans la façon de marcher, qu'est-ce qui s'est transformé, qu'est-ce qui a changé. Et Et il y a quelque chose comme une seconde naissance. Il y a de la légèreté, il y a une liberté, il y a un ancrage au sol, il y a un redressement, il y a les épaules en arrière. Il y a plein de choses qui physiquement se sont modifiées. En même temps, tu seras d'accord avec moi. En tout cas, ça me semble important d'avoir ton point de vue sur ce travail de soins que tu proposes, euh, qu'il y a un bon timing pour le proposer. Absolument, absolument. Tu peux nous Et en dire quelques mots? par exemple, lorsque un thérapeute est bloqué dans la thérapie, on n'arrive plus, on ne sait plus par quel bout le prendre, etc. Que ce soit avec quelqu'un qui vienne consulter pour des douleurs chroniques, quelqu'un qui vienne consulter pour un problème d'addiction ou autre problème de phobie ou d'anxiété, etc. Eh bien, quand on est bloqué, ce travail-là permet souvent cette deuxième naissance et de se rendre compte, comme tu le disais, et je vais reprendre ce que tu disais, se rendre compte que l'histoire passée, avant même notre naissance, nous agit. La culture familiale, la culture locale du pays dans lequel les grands-parents ont, ont vécu, dans lequel les parents sont arrivés quand il y a des exils, eh bien tout ça a déjà un poids et tout ça a déjà joué sur nous avant même notre naissance. Alors, j'aimerais dire quelque chose d'important, si tu permets, Sophie, c'est que l'histoire passée nous agit car elle nous construit et participe de notre héritage. Et que cette histoire passée à travers nous va devenir l'histoire en devenir pour les générations futures et l'histoire passée pour les générations futures. La question, c'est que l'histoire passée, nous sommes tout le temps agis par l'histoire passée. Et en même temps, là où se pose la problématique, je vais même aller plus loin, c'est que dans notre histoire de vie, l'histoire passée, c'est notre colonne vertébrale. Oui, Par contre, là où ça pose problème, c'est quand l'histoire passée devient une histoire dysfonctionnelle qui, au lieu de servir de colonne vertébrale qui nous permet de tenir debout et de nous déployer dans notre singularité, dans notre vie, va en retour nous figer en arrière dans une histoire qui nous empêche justement de nous déployer dans le présent. exactement. On est d'accord avec ça? Exactement, et qui nous empêche de faire face à notre avenir. Alors, Oui, il y a beaucoup de symbolique dans le soin en hypnose. Donc, la symbolique, c'est d'être sur sa ligne, oui, d'être face à son avenir. Hmm. oui. Et si effectivement je suis agi par des choses du passé, je ne vais pas être face à mon avenir et observer toutes les possibilités. Tout est devant, tout est possible. Je vais être en arrière, tiré par l'arrière, et forcément je suis dans un déséquilibre corporel qui Oui. m'empêche un équilibre émotionnel, une disponibilité. Et c'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, que l'intérêt de la thérapie, c'est ce qui est important, pour ça que c'est important que le thérapeute ou la thérapeute en fasse l'expérience, c'est que c'est pas de se couper de son histoire passée, c'est de transformer son histoire passée en une colonne vertébrale qui nous permette de tenir debout et de nous mettre en mouvement dans, dans notre chemin de vie qui est dans le présent et le futur. Exactement. On est bien Exactement. d'accord. Ouais. Est-ce que j'ai le temps de prendre un exemple concret? Je sais pas, oui, je sais pas quelle heure il est. Attends, je vais te dire. Oui, tu peux y aller. Alors, ok.
Donc, tout à l'heure, je voyais un patient qui a une quarantaine d'années et qui est fils unique, et sa maman, avec laquelle il vivait principalement, il voyait son papa, mais voilà, le week-end, etc., comme ça se faisait avant. Et sa maman, il a appris qu'elle avait un cancer à l'âge, quand lui, il avait 17 ans. Et ce cancer du sein, voilà, il y a eu des rémissions, etc. Puis ça s'est terminé en hospitalisation à domicile, soins palliatifs, 10 ans plus tard. Euh, le met dans une anxiété, il vient me voir parce qu'il a une anxiété terrible. Il a souvent enfin les larmes au bord des yeux. Il a eu des conduites difficiles d'addiction, genre alcool, genre tabac, qu'il a toujours. Et puis également un surpoids important qu'il a traité parce qu'il fait beaucoup de sport et qu'il s'est mis à avoir une meilleure hygiène alimentaire, on va dire. Et il vient parce qu'il est dans cette anxiété, etc. Évidemment, il n'a pas pu parler à sa mère, il n'a jamais pu lui parler de cette expérience, de cette hospitalisation. Il me dit, lui, qu'il y avait de la pudeur entre eux. De ces hospitalisations, de ces traitements chimio, radio, euh, comment, intervention chirurgicale, etc. Et la dernière semaine en HAD, en hospitalisation à domicile, en soins palliatifs, alors qu'elle savait, ça n'a pas été discuté entre eux. Et donc, du coup, il a appris à taire ce qu'il ressent. Et avec sa propre fille, qui a 8 ans maintenant, qui a connu sa maman pendant ces 8 premiers mois, il ne dit rien. Il ne dit rien, il n'arrive pas à partager ses émotions, il n'arrive pas à partager ses angoisses. C'est-à-dire qu'en fait, il reproduit le schéma. C'est-à-dire ce qu'il a appris avec sa maman, à savoir ne rien dire sur le plan émotionnel, par pudeur ou autre, eh bien, il fait exactement la même chose avec sa propre fille. Donc, il ne parle jamais de sa mère, ce personnage si important. Donc il se coupe de ses propres ressources, la ressource, le lien très important qu'il a eu avec sa mère. Et donc on va travailler sur effectivement cet héritage. C'est un travail que je lui ai proposé. Il m'a dit oui pour la prochaine fois qu'on se voit. Donc, c'est un exemple concret. Je peux prendre un autre exemple qui, à mon avis, est intéressant aussi. Je rencontre une fois, il y a quelques années de ça, une jeune femme, instite, qui adore son métier, qui a 28 ans et qui, elle ne sait pas pourquoi, mais elle doit fermer sa fenêtre la nuit, se tenir à son matelas, me dit-elle, pour ne pas se jeter par la fenêtre alors que tout va bien. Elle va bientôt se marier, elle a un conjoint qui est formidable, elle a des parents formidables et elle ne comprend pas d'où ça vient. Donc on fait ce travail, on fait la construction donc de l'arbre ou du génogramme, enfin cette représentation. Et là, elle se rend au niveau de sa grand-mère paternelle, elle me dit, elle s'est noyée dans une mare. Et donc on fait parler l'arbre, hein. Et au moment où elle me dit: «Elle s'est noyée dans une mare», elle me regarde, elle me dit: «Ah bah, on peut pas se noyer dans une mare. On peut pas se noyer dans cette mare-là», parce qu'elle connaît cette mare, vu que son père habite encore la ferme familiale et que c'est une mare dans laquelle c'est pas possible de se noyer. Donc elle se rend compte que sa grand-mère ne s'est pas noyée, mais sa grand-mère s'est suicidée. Et donc elle en parle à son propre père qui lui dit qu'en effet, c'est plutôt, autour d'un suicide et qu'elle avait 28 ans. Voilà. Et donc on va rendre ce suicide et cetera à cette grand-mère. Là, on va lui redonner consistance, on va lui redonner sa place, on va lui redonner son choix. C'est son choix, ça lui appartient. Et ce travail va lui permettre à ma patiente, donc de faire face à son avenir, de se tenir debout et de ne pas avoir à être hantée, entre guillemets, par le suicide de cette grand-mère qu'elle réalise. Il y a souvent comme ça au moment
de l'arbre, des sortes d'insights qui se produisent. Alors, ce qui est intéressant dans ce témoignage que tu fais avec cette patiente, c'est de comprendre que justement, les formes inachevées, quand elles sont traumatiques et transgénérationnelles, vont passer d'abord par le corporel. Exact. Que les informations, elles vont être corporelles et justement incapables d'être mises en mots et d'être mises en forme d'une manière consciente, si je peux parler comme ça. Et qu'à partir du moment où est nommé et donner forme à l'inachevé, donc au secret, hein, l'inachevé secret, à ce moment-là, il perd son pouvoir Exact. d'emprise dans le temps et dans l'espace. Alors, moi, il me semble que c'est pas le savoir qui est suffisant, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le fait de savoir, c'est un insight, mais le fait de rendre à cette grand-mère son choix, à savoir avoir mis fin à ses jours, ça lui appartient. Et le fait de le lui rendre permet de donner consistance à sa place, et qu'elle ne vienne pas peser par trop de légèreté sur Donc, moi. oui, j'entends Sophie. N'empêche que tu ne peux rendre que ce qui est nommé. Exact, exact. Donc il y a la première partie qui consiste à effectivement se rendre, enfin, avoir cet insight, Oui, avoir cette conscience et en même temps travailler l'émotionnel voilà. l'émotionnel, le corporel qui est bougé. Je dirais que dans ce que j'entends de ce que tu dis de rendre, c'est pas juste rendre, c'est redonner à l'autre l'inacceptable de l'acte. Je lui rends l'inacceptable, je lui rends son acte. Oui. Parce que si je ne lui rends pas, en fait, je vais devoir payer à corps perdu. En fait, je préciserais, c'est de rendre, quand tu dis je rends son acte, c'est je rends en même temps l'inacceptable des effets liés à son acte, Exactement. des effets qui perdurent dans le temps et dans l'espace. Oui, c'est exactement ça. Mm. Bon, je ne sais pas, peut-être que Stéphane peut reprendre la parole. Il y a des Me questions. revoilà. Vous ne me voyez pas, mais je suis là. Ce soir, exceptionnellement, c'est un peu différent. Bon, effectivement, merci beaucoup déjà pour vos échanges. Euh, il y a plusieurs, si vous voulez bien, vous êtes OK pour que on passe à quelques questions, quelques interrogations. Alors, ce soir, comme vous avez parlé évidemment à plusieurs reprises et vous avez commencé un peu à développer chacun aussi vos pratiques. Donc, indiscutablement, évidemment, on verra jusqu'à quel point il est possible de répondre, mais il y a des questions sur la pratique ou comment, comment vous y prenez en fait. Donc, un peu pêle-mêle, hein, je ne vais pas le faire forcément dans l'ordre de l'intervention, mais je vais peut-être commencer par la fin. Euh, je reviens sur l'expression qui a été utilisée d'abord par toi, Sophie, c'est sur l'exemple concernant cette grand-mère. Quand on dit, en fait, quand on dit rendre à cette grand-mère l'acte, en fait, alors vous avez commencé à le développer, mais finalement, en fait, on a compris, enfin, on a compris ce que ça voulait dire en termes de compréhension, mais ça veut dire que on intervient comment, en fait, auprès du patient, euh, lorsqu'on l'accompagne dans cet acte qui consiste à rendre, c'est-à-dire le thérapeute lui dit qu'il s'agit de rendre. On demande au patient comment il s'y prend pour rendre. Et ça passe par quoi, en fait? On est curieux, quoi, en fait, de savoir Ah. plus Alors, précisément en quoi ça consiste. je vais, Stéphane, répondre à ta question. Donc, on va procéder ligne par ligne, euh, donc ligne après ligne, et l'ordre des lignes, l'ordre du traitement des lignes va aller du plus simple au plus difficile. Au plus difficile, j'entends émotionnellement toujours, puisqu'on aura accompagné le consultant pendant la construction de l'arbre. Et donc, euh, à chaque personne de l'arbre, on va avoir un discours qui est particulier. C'est je suis, tu es, je suis.
Par exemple, pour cette grand-mère, je suis ta petite fille, tu es ma grand-mère, tu es ma grand-mère, je suis ta petite fille. Mhm. Et on va lui dire, je te remercie pour, si ça, il y a des motifs de remerciement à avoir. Et puis, si cette patiente a des choses pour lesquelles elle veut remercier sa grand-mère et qu'elle les signifiait pendant la construction de l'arbre de vie, eh bien, on va, nous, être le porte-parole des remerciements. Je te remercie pour la ferme, par exemple. Je te remercie pour ton goût pour les livres, etc. Et puis, la deuxième chose, je te remercie pour, première chose. Deuxième chose, je te rends ta propre histoire. Elle t'appartient. Donc ça, c'est une phrase très forte. Je te rends ta propre histoire, elle t'appartient. Je te remercie pour, je te rends ta propre histoire. À l'âge de 28 ans, sans que je sache pourquoi, mais peut-être que j'ai pas besoin de savoir pourquoi, c'est ton histoire, elle t'appartient. Tu as décidé de mettre fin à tes jours. Et ça, c'est ton histoire, elle m'appartient. Moi, aujourd'hui, j'ai 28 ans, je suis institutrice, j'ai fait le choix de mon conjoint, donc on va nommer, euh, on nomme toutes ses ressources, tout ce qu'elle a fait comme choix, etc. Et moi, je décide, voilà, de faire face à mon avenir. Toi, en tant que grand-mère, on pourra préciser qu'elle a eu des enfants, puisqu'il y avait une grande fratrie, donc c'est la grand-mère paternelle, et son père avait un certain nombre de frères et de sœurs. Voilà. Mhm. Ok. Je ne sais pas si je suis plus claire. Si, ça donne un peu justement ça remplit les petits espaces de questionnement. D'accord. Euh, il y a, si vous voulez, je poursuis et peut-être je vais m'adresser à toi, Eric, sur la question. Enfin, il y a une interrogation, ça a intéressé vachement sur la question de comment la rencontre thérapeutique. On disait, c'est une question-affirmation que je fais là, hein, qui peut amener à un développement, mais vraiment la rencontre thérapeutique permet de travailler cette question de l'inachevé. Hein. C'est ce qui était, vous l'abordiez en fait tous les deux tout à l'heure. Est-ce qu'il serait possible peut-être enfin de redire ou de redévelopper, parce que cette question de l'inachevé est intéressante, mais de cette forme inachevée et comment bah, la rencontre thérapeutique participe à aller jusqu'au bout, peut-être donner une forme, intéresse et est-ce qu'il est possible de redire un mot là-dessus, soit de redire, de clarifier ou de redévelopper un petit peu Eh sur la bien, question de l'inachevé? eh bien, dans la rencontre thérapeutique, Oui. comme je disais tout à l'heure, le thérapeute ou la thérapeute, quand elle rentre justement euh, dans l'histoire de la personne, pas n'importe comment, va, à- va recevoir les effets de l'inachevé. D'accord. Et, et même, elle va être touchée par les effets de l'inachevé. C'est ces effets de l'inachevé que chacun d'entre nous avons croisés quand nous sommes dans l'impuissance, la confusion, que nous avons de manière étrange, maux de tête, tension, douleur, qu'on ne sait pas trop où ça vient. Tout ça sont les expressions des formes de l'inachevé. Et les informations ne vont pas venir, je veux dire, dans un premier temps, la personne n'y a pas accès, puisqu'elle vit dedans et donc que ça lui est familier. Et même si elle peut s'en plaindre, n'empêche qu'elle est dans le familier. Donc les effets de l'inachevé, ils sont chez nous. Et c'est pour ça que c'est le thérapeute qui va pouvoir, en premier et dans un premier temps, accompagner le patient à nommer, c'est-à-dire c'est ce que l'on fait en thérapie du lien et des mondes relationnels dans le processus d'externalisation. C'est-à-dire qu'on va donner une forme à l'inachevé. Et dès qu'on donne une forme à l'inachevé, bah, il perd son pouvoir et sa puissance d'inachevé puisque ce sont les effets des relations qui sont dysfonctionnelles qui vont continuer. Donc à partir du moment où si je le dis simplement, quand on donne une forme, on matérialise les effets. Et quand on les matérialise, quand on donne une forme concrète, c'est ce qu'on appelle rendre explicite l'implicite. À ce moment-là, euh, à ce moment-là,
euh, il perd tous ses effets. Je vais donner un exemple très concret avec une jeune patiente, euh, une jeune patiente qui a en fait vécu une histoire d'abus dans sa jeunesse, mais qu'elle a gardé pour elle et que personne n'était au courant. Et en fait, il y a une véritable rupture que personne n'a compris. Donc, ça a démarré à 6 ans. Elle a fait anorexie, peur de vomissement, attaque de panique, ferme de se renfermer, trouble. Je veux dire, il y a eu une chute dans son développement cognitif, etc., etc. Et en fait, elle avait tout verrouillé. Pourquoi? Parce que tout simplement dans sa tête, oser dire les choses risquait de menacer l'équilibre familial. C'est ce que je voulais dire d'ailleurs tout à l'heure. Quand l'enfant est parentifié, c'est qu'il prend soin de son parent, non pas uniquement pour prendre soin de son parent, mais parce qu'il a la conviction qu'en prenant soin de son parent, il l'aide à tenir debout et il maintient l'équilibre familial. Ça permet, dans sa tête, ça permet à la famille de ne pas s'effondrer. Et donc à ce moment-là, quand dans l'accompagnement, il lui a été possible à ce moment-là de nommer les choses, et ça s'est fait par l'intermédiaire d'un de ses parents, ben, quand ça lui a été possible de nommer, de mettre à l'extérieur, je veux dire, le pouvoir de l'abus et le pouvoir de l'emprise, c'est complètement, elle s'est effondrée. Et quand en plus, elle a pu accepter que ce soit partagé avec, avec ses parents et avec sa famille, à ce moment-là, corporellement, corporellement, elle a été libérée de l'emprise du silence et du secret. Donc c'est ça, c'est-à-dire que l'inachevé, c'est qu'en fait, elle ne peut pas internaliser l'expérience, donc elle continue à être une expérience inachevée qui continue à avoir les effets, et le fait de pouvoir venir à la rencontre de cet inachevé, lui donner une forme à l'extérieur, fait qu'on va pouvoir aller dans l'achèvement de la forme relationnelle. Est-ce que ça répond à la question? Oui, ça répond parfaitement. Et peut-être, je sais pas, je me demandais si Sophie, sur cette question-là, tu voulais Je apporter trouve effectivement, une merci réponse. Stéphane, je trouve effectivement que c'est très proche. Nos approches sont très proches et complémentaires. C'est-à-dire que, effectivement, lors du soin en hypnose, on va achever cette forme, de sorte que cette forme ne nous hante plus, ne vienne pas peser sur nous, mais on va laisser le poids euh, et redonner cette forme terminée à la personne qui est concernée. D'ailleurs, dans ce que tu témoignes, Sophie, tu dis bien qu'il y a un double mouvement. Il y a un mouvement de recevoir de Ouais, l'autre ce qui reste vivant et qui doit venir construire cette histoire exact. qui sert de colonne vertébrale et de rendre ce qui, justement, entretient les dysfonctionnements et l'inachevé de la relation. Exact. C'est exactement ça. Il y a ce double mouvement. Je peux hériter et garder de cet héritage une histoire qui me construit, qui me solidifie, qui me fait tenir debout, et je rends effectivement cette partie qui n'est pas du tout fonctionnelle Oui. et qui au contraire est dysfonctionnelle. Mm. D'ailleurs, puisque Sophie, il y avait une question euh, qui porte justement sur la sémantique soin hypnotique. Quand tu parles de soin hypnotique, est-ce qu'on doit entendre que en fait c'est un soin, enfin on est sur en fait c'est un soin unique ou c'est quelque chose qui peut se répéter sur plusieurs séances? Comment ça se passe en fait? Alors, c'est une bonne question, merci Stéphane. On peut, ça peut prendre du temps. C'est un soin qui prend du temps. Donc, rien que le fait de faire l'arbre peut prendre une séance. Euh, et ensuite, on peut faire le soin en hypnose. Donc, ça peut être dans une deuxième séance. Mais parfois, faire le soin en hypnose va nécessiter deux séances. Donc, ça peut nous prendre un certain... Mais une fois que c'est terminé, la plupart du temps, on ne revient pas dessus. Parce Mhm. que à la fin du soin, on va pouvoir effectivement proposer
euh, une, une, une vision, une vision, j'allais dire, en hauteur de la construction, de cette construction qui a été faite et qui va permettre de modifier des petits ajustements si c'est utile et nécessaire, mais aussi de faire évoluer cette forme dans le temps. Et donc, c'est quelque chose qui va bouger dans le temps parce que on ne sait pas qui est-ce qu'on va rencontrer dans le temps, etc. Donc, nécessairement, notre arbre va bouger dans le temps, mais le soin en lui-même aura été fait. Et c'est parce que justement j'aurais fait ce soin que mon avenir va être ouvert et possible. Si je rajoute quelque chose à ce que tu dis, Sophie, tu vas me dire si tu partages. Si le soin opéré, je dirais, pour utiliser mon jargon, la personne rentre dans l'espace ressource. Et dès Ouais, qu'elle rentre dans l'espace ressource, elle est en processus d'anticipation. c'est Et, ça, et donc, sa vision, elle est à nouveau orientée vers le présent et le futur. exactement. C'est exactement ça. Donc, si on commence à revenir en arrière, on vient remettre du désordre dans ce qu'on Exactement. a construit. Et puis ça n'a plus de sens puisque c'est terminé, c'est achevé, c'est achevé. Ce qui devait être travaillé, travaillé, donc on a achevé quelque chose et la forme est OK. Et que la question ensuite, c'est comment la personne va prendre position dans sa vie, Exactement. dans l'ici et maintenant et dans le futur. Nous, on a tendance à dire c'est dans le futur immédiat Oui. que, que la personne va commencer à prendre des initiatives différentes. Mm. Et, euh, Hmm. et je veux dire, c'est pas de la spéculation à long terme. C'est là maintenant que je suis en mouvement, que j'observe qu'est-ce que le premier mouvement m'amène à faire. Oui. Je suis Je, tout à fait d'accord. indiscutablement, donc dans les pratiques, on voit bien que euh, il y a une implication importante du thérapeute hein, Mm. qui participe au processus. Euh, il y a une question qui a été posée. Tout à l'heure, Eric, sur ça, sérieusement, tu as commencé à y répondre. Bon, on peut compléter peut-être la réponse. Ce sera certainement ma dernière question là pour ce soir, mais euh, que fait le thérapeute lorsque son histoire rentre en résonance avec celle du patient, en fait. Oui. Dans alors qu'on soit sur le soin ou qu'on soit sur une séance, euh, je veux dire comment s'y prend le thérapeute, en fait. Je ne veux pas dire de réponse, mais Alors, je dirais ça, c'est l'objet des formations de oui, travailler comment s'y prendre, parce bien sûr. évidemment, il y a divers palettes. La base, c'est qu'est-ce que le thérapeute va mobiliser comme technique qui va lui permettre de se retrouver dans une base sécure. Et donc, une des techniques de la télémère, c'est la technique d'externaliser les effets qui sont chez nous et de leur donner une forme. Pour trianguler. Euh, dès lors que à un autre niveau, la situation bloque chez le thérapeute ou la thérapeute, à ce moment-là, euh, ça peut aller jusqu'à nécessiter, et c'est même recommandé, un travail de supervision, car en supervision, on observe très souvent dans ces situations-là que c'est la rencontre entre les deux histoires et la difficulté qu'ont les thérapeutes à ce moment-là à venir se mettre en lien avec l'histoire de la personne parce qu'elle résonne trop chez eux, qui va, euh, qui va bloquer le processus thérapeutique. Mhm. Donc, c'est là où les divers, j'allais dire, c'est là où, si je prends comment dirais-je moi, le discours de l'hypnose, que j'aime pas trop, mais je vais l'appeler comme ça, c'est là où la boîte à outils du thérapeute ou de la thérapeute va être utile. Mais pour moi, la boîte à outils, elle est d'abord utile pour les thérapeutes avant d'être utile pour les patients. Mhm.
Je sais pas ce que tu en penses, Sophie. Hmm. C'est exactement ça. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut que on puisse effectivement avoir travaillé. C'était le thème, la thématique de Oui. notre échange ce soir. Il faut qu'on puisse être libre nous-mêmes, avoir travaillé, parce que nécessairement, ça va avoir des échos, parce que nos vies sont à la fois complètement unique et individuelle, et à la fois, il y a beaucoup de choses qui nous traversent, qui se ressemblent nécessairement. Une petite Hmm. réflexion comme ça, peut-être que ce sera. Je sais pas si tu as remarqué dans ton histoire de thérapeute, Sophie, mais en fonction de notre évolution, de notre progression, il y a quelque chose d'étrange, c'est que c'est pas tout à fait les mêmes patients qui viennent, les mêmes patientes qui viennent frapper à notre porte. Exactement, tout à fait. Ils viennent toujours nous raconter quelque chose de notre propre histoire. Oui. Hmm. Est-ce que c'est pas une belle phrase pour toi? Je trouve que c'est une très belle conclusion. Et puis voilà, c'est une manière de redonner aussi la main effectivement à nos patients, à quel point ils nous permettent d'avancer. On le dira jamais assez, hein, Oui, indiscutablement. absolument. Merci à nos patients. Bon, donc, Merci eh ben, ce beau webinaire. ouais, merci à vous deux. Et Euh, merci à pour le toi, temps. Stéphane, à toi, Eric, à Mimétis, toujours de faire ces échanges qui sont formidables, très intéressants. Merci à vous tous et à vous toutes Merci. et d'avoir eu, de nous avoir écoutés, en espérant que ça vous soit utile. Et à notre prochain webinaire. Donc, on vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci encore, Sophie, fidèle, Merci, au et revoir. Eric. Bonne soirée à Au vous. Au revoir. revoir. Bonsoir Stéphane. Je vous dis à bientôt. Je te Allez, laisse couper, Eric, l'enregistrement. je coupe l'enregistrement. Ça marche.